Bonjour à toutes, bonjour à tous. L'année 2020 avait très mal commencé parce que les informations en provenance de Chine sur le coronavirus inquiétaient déjà les marchés. Mais personne n'aurait imaginé, évidemment, que février et surtout mars seraient catastrophiques. Mais ce que personne n'aurait imaginé non plus, c'est que cette année 2020 se terminerait finalement sur une note plutôt positive. Je vous propose 3 questions auxquelles vont répondre pour vous Michael Petitjean, Chief Economist chez Waterloo Asset Management, et Frédéric Steinkuehler, Senior Wealth Manager. C'est évidemment une production de Waterloo Asset Management. Écoutez, en cette fin d'année, on peut dire que l'explication principale est liée à l'alignement extraordinaire des politiques budgétaires et monétaires. Je pense qu'on n'a jamais vu autant de liquidités qui ont été déversées sur les marchés financiers aussi vite et sur la planète entière. Et en plus, en prime de tout cela, on a eu un accord en Europe sur l'émission des dettes par la Commission européenne. Donc tous ces facteurs-là ont été des facteurs extraordinaires de support des marchés et en adéquation avec ce que nous avions défendu comme stratégie. Nous invitions les investisseurs, les partenaires, les clients de Waterloo Asset Management de garder leur sang-froid. Et je pense que cette stratégie a été particulièrement payante cette année. Je rebondis sur ce que disait Michael et faire le parallèle surtout par rapport à ce qu'on a fait dans les portefeuilles de nos clients. C'est vrai que dès janvier, on s'était dit ici chez Waterloo Asset Management que la pandémie ne resterait pas cloîtrée en Chine et qu'elle se propagerait probablement au reste du monde. Et donc, on avait décidé de vendre jusqu'à 30% des actions de nos clients. Parce qu'on parle de sang-froid, mais ce n'est pas parce qu'on doit avoir du sang-froid qu'on ne peut pas non plus réagir et baisser quand même un petit peu son exposition. Donc dans un premier temps, on a baissé l'exposition aux actions. Et puis effectivement, quand on a vu les banques centrales intervenir de façon quand même massive et très rapide, il nous a apparu évident qu'il fallait réinvestir. Alors vous me direz pourquoi est-ce qu'on n'a pas réinvesti plus et plus vite ? Eh bien simplement parce que nous sommes dans le cadre d'une gestion de portefeuille pour des clients privés et que donc il faut quand même tenir compte du risque qu'on prend pour nos clients. On estimait que se remettre un petit peu plus sur les actions avait du sens, mais pas à n'importe quel prix. Effectivement, si on regarde certains indices de valorisation pure des actions, les price earnings ou les price to book ratio, ce genre de choses, ça peut paraître cher. Maintenant, effectivement, Robert Shiller a lui-même tempéré son indice par les taux d'intérêt pour montrer que l'alternative aujourd'hui aux actions n'existe pas et que si on compare aux rendements qui sont proposés par d'autres actifs, eh bien, on n'est pas si cher que ça. Alors, sans doute que oui, les valeurs technologiques américaines sont aujourd'hui plus chères, certainement plus chères qu'au début de l'année. Ça n'est probablement pas la vérité pour des valeurs européennes ou des valeurs de croissance qui n'ont pas rebondi aussi fort ou aussi vite que leurs homologues américaines. Donc je pense qu'en termes de structuration de portefeuille, il faut faire attention, il faut regarder dans quoi on investit, mais être positionné sur des valeurs cycliques ou sur des multinationales européennes, aujourd'hui, a encore du sens et peut encore avoir de la valeur. J'ajoute un élément, c'est surtout ne pas faire la confusion entre ce qui se passe pour l'instant et ce qui s'est passé à la fin des années 90. Ça n'a rien à voir. Même sur la valorisation des valeurs technologiques aux États-Unis, il y a une raison derrière, et une raison économique valable, c'est que la tech n'attrape pas le virus. Donc il y a quand même une rationalité économique derrière et qui est indubitable. Et je ne veux pas qu'on confonde ce qui se passe aujourd'hui avec ce qui s'est passé à la fin des années 90. Qui aurait pu prédire l'année dernière que la pandémie allait être aussi dévastatrice ? Donc c'est un exercice compliqué. Maintenant, néanmoins, je pense qu'on peut identifier 3 éléments. Premier élément à court terme, c'est quand même malgré tout la couleur que va prendre le Sénat américain. Il faudrait plutôt, pour les marchés financiers, que cette majorité soit républicaine, pour la simple raison que le plan de relance de 900 milliards vient d'être accepté. Donc effectivement, une majorité républicaine serait plutôt un facteur de support pour les marchés. Ça, c'est le premier élément à court terme. Deuxième élément à moyen terme, c'est le contrôle quand même de ce virus et la réussite de la vaccination au sein de la population. Troisième facteur à long terme, écoutez, je vais peut-être un peu vous surprendre, mais j'estime que le risque inflationniste est plus prégnant qu'il ne l'était
au cours des 10 dernières années. Parce que les liquidités qui ont été injectées, qui sont injectées et qui seront injectées sont très importantes, ce qui est un facteur inflationniste non négligeable. Alors, je ne veux pas dire qu'on aura une forme d'hyperinflation, c'est pas ça, mais il y aura sans doute un risque de tension sur le marché obligataire, notamment sur les taux d'intérêt à long terme. Donc voilà un peu les 3 éléments qu'il faut garder en tête, je pense, pour l'année 2021. Alors nous avons évidemment adapté notre stratégie en fonction des attentes dont parlait Michael, et ça s'est traduit par un investissement principalement en actions. Aujourd'hui, dans les portefeuilles de nos clients, eh bien, nous sommes quasiment au maximum de ce que nos mandats nous autorisent d'avoir. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours cet effet TINA qui est extrêmement présent. Alors l'effet TINA, c'est quoi ? C'est « there is no alternative ». Aujourd'hui, il n'y a pas d'alternative valable aux actions. Les rendements obligataires, principalement sur les obligations gouvernementales, sont extrêmement bas, voire même négatifs. Si vous prenez un taux allemand à 10 ans aujourd'hui, vous allez être rémunéré à moins 0,5%. Donc principalement des actions de multinationales au travers d'ETF, qui sont des stratégies qu'on utilise beaucoup dans nos portefeuilles. Peu d'obligations gouvernementales, une poche d'obligations d'entreprise, parce que là, on peut encore trouver des obligations qui ont un rendement positif pour des sociétés qui ont un rating qualifié d'investment grade, donc des sociétés qui ont un endettement maîtrisé et une capacité à rembourser leur dette qui est bonne. Et enfin, je reviens sur le worst case scénario dont parlait Michael, qui est l'inflation. Si l'inflation revient, eh bien, nous allons protéger nos portefeuilles en achetant des obligations liées à l'inflation, qui offrent donc une protection, qui vont prendre de la valeur si l'inflation monte. Et enfin, en achetant des commodities, donc de l'énergie ou bien des métaux précieux, qui sont des produits, une classe d'actifs en tout cas, qui a tendance également à augmenter quand l'inflation se matérialise.